Bienvenue sur la télé utile, c'est l'heure du journal. À présent, les titres de l'actualité. Le nouveau visage à la tête de la Banque africaine de développement est connu. Il s'agit de Sidi Ould Tah. Le Mauritanien devient ainsi le 9e président de l'institution financière. Face à la persistance du poliovirus, le deuxième passage des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite a été lancé par le ministère de la Santé. Et au Salon international de l'agriculture et des ressources animales, la région du Cavali s'illustre par la richesse de ses atouts agricoles, économiques et touristiques. On en saura plus dans un instant. Nous ouvrons ce journal avec cette information relative à la présidence de la BAD. Sidi Ould Tah est le nouveau président de la Banque africaine de développement. Il n'aura fallu que 3 jours de scrutin pour départager les 5 candidats en liste. Finalement, le candidat mauritanien Sidi Ould Tah l'a remporté avec plus de 76,18% des voix face au Zambien Samuel Meibo et au Sénégalais Amadou Hott. Il devient donc le 9e président de la Banque africaine de développement. C'est officiel. Avec plus de 76,18% des voix, le Mauritanien Sidi Ould Tah a été élu nouveau président de la Banque africaine de développement ce 29 mai 2025 à Abidjan. Un score qui montre une large confiance. Ancien ministre de l'économie de la Mauritanie, il succède au Nigérien Akiumi Adesina. Sidi Ould Tah est un homme de dialogue soutenu par de nombreux pays africains, mais aussi par des partenaires hors d'Afrique. Son élection intervient à un moment important. La Banque africaine de développement a besoin de financement, surtout après le retrait de 500 millions de dollars, soit 300 milliards de francs CFA des États-Unis. Son expérience à la tête de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, la BADEA, a joué en sa faveur. À la BADEA, il a lancé un programme d'1 milliard de dollars pour aider les banques africaines à soutenir les projets sur le continent. Une action saluée. L'Afrique attend beaucoup du nouveau président de la Banque africaine de développement. On attend du leadership, de l'excellence gouvernance, de la vision, une vision claire, et de mettre en place la bonne équipe pour la mise en œuvre. Alors nous, les enfants de la diaspora, qui pour beaucoup sont des binationaux, dans mon cas, je suis d'origine du Niger avec une maman guyanaise d'origine indienne et je suis aujourd'hui aussi canadienne. Le branding Canada, le know-how de le faire, on l'a et on veut l'amener sur notre continent. Et c'est le cas de beaucoup des membres de la diaspora. Donc mon attente, personne qui est élue de la BAD, c'est qu'elle puisse vraiment mettre les bons experts et les bons leaders. On donne la vision, on met les bonnes personnes avec la bonne gouvernance, tout peut se faire. L'électrification de l'Afrique, c'est pour hier. C'est faisable et plus vite nous arrivons à électrifier l'Afrique, plus vite nous pourrons nourrir tout le monde, plus vite nous pourrons mettre la santé, plus vite nous pourrons mettre des infrastructures, tout va se faire. Pour beaucoup, son élection est une victoire pour l'Afrique. Un signal fort pour un continent qui veut reprendre en main son développement économique. Désormais à la tête d'une des plus grandes banques du continent, Sidi Ould Tah devra faire preuve de rigueur, d'innovation et de vision pour faire avancer l'Afrique et répondre aux attentes des populations. L'Association des professionnels de l'emballage en Côte d'Ivoire a procédé au lancement de la première édition du concours national Les éléphants de l'emballage, un événement qui mettra en compétition les industriels et acteurs de la filière. Les inscriptions débutent le 1er juin et il s'agira pour l'association de donner l'occasion aux participants de proposer des emballages adaptés aux exigences des utilisateurs en même temps qu'ils répondent aux normes de qualité et de durabilité, nous dit Walter Kofi. Valoriser les meilleures solutions d'emballage conçues localement à un moment où la qualité, la fonctionnalité et l'impact environnemental sont des critères essentiels. C'est tout l'intérêt du concours éléphant de l'emballage qui se veut une vitrine de la créativité et du savoir-faire ivoirien dans le secteur du packaging. Initiative de l'Association des professionnels de l'emballage de Côte d'Ivoire APECI, la compétition démarre le 1er juin 2025 et est ouverte à l'ensemble de la communauté du packaging industriel
aux designers, aux transformateurs et aux consommateurs. Objectif, récompenser les emballages les plus performants dans diverses catégories. Les éléphants de l'emballage, ça va se faire comme une sorte des avoirs de l'emballage avec des nominés, des sociétés nominées qui vont être présentées, dont les emballages seront présentés aux participants, au grand public, donc il sera publié à l'occasion de ces journées-là. Le concours va permettre de créer de l'innovation, de permettre à nos produits d'être compétitifs in fine et aussi de célébrer ceux qui auront fait, n'est-ce pas, l'effort d'investir dans la recherche et développement, d'investir dans des emballages performants. Les gagnants se verront décerner le label éléphant de l'emballage, une distinction nationale reconnue, synonyme de qualité et de performance. Ce label offrira aux entreprises lauréates une meilleure visibilité de leurs produits sur le marché. Quel est l'intérêt pour les primés? C'est bien entendu de communiquer ce savoir-faire-là à travers une association d'images avec le logo de leurs produits éléphants de l'emballage, catégorie consommateur, catégorie en précisant la catégorie, etc. C'est une mise en avant donc de ce produit-là. Nous aurons donc plusieurs prix. Il y a 3 grandes catégories. Il y a d'abord la catégorie consommateur. La deuxième catégorie, ce sera donc tout ce qui est transformation. Et puis enfin, la dernière catégorie, qui n'est pas la moindre, c'est l'aspect production. L'APECI est une association de professionnels de la pointe de l'industrie de l'emballage en Côte d'Ivoire, chargée de promouvoir et de soutenir les acteurs. À travers ce concours, l'APECI cherche à positionner la Côte d'Ivoire comme une référence en matière de packaging en Afrique de l'Ouest. Le Forum international des entreprises francophones s'est achevé le mercredi dernier. À cet effet, le maire de la commune de Cocody, Jean-Marc Yassé, a tenu à recevoir les membres de la délégation du groupement du patronat francophone autour d'un dîner-gala. Ce dîner-gala s'inscrit dans une dynamique de rencontre et de partage pour consolider les liens de coopération entre cette délégation et la commune de Cocody. Sandrine Kwame. Des prestations de chants françaises et de danse traditionnelle ivoirienne ont animé ce dîner-gala organisé par le maire de Cocody qui a tenu à rassembler autour d'un repas de partage cette délégation du groupement du patronat francophone présent à Abidjan pour la 6e édition du Forum international des entreprises francophones. C'est la continuité de ce que nous avons commencé ce matin. C'est d'abord pour recevoir tous les présidents du conseil, pour leur dire que la ville de Cocody leur est totalement ouverte et que nous sommes prêts à lier des partenariats entre la ville de Cocody et les différents pays qui sont ici présents. Aujourd'hui, vous voyez, Cocody et le conseil municipal a reçu tous ses présidents et nous sommes heureux et nous remercions tous les administrés et nous-mêmes. Et comme on dit, que cet échange nous permette non seulement d'évoluer de façon mentale, de façon économique, de telle sorte que Cocody puisse toujours grandir et que notre environnement soit toujours aussi accueillant. Plusieurs personnalités étaient présentes à ce dîner, comme la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remag, et le président du groupement du patronat francophone. Monsieur le maire de Cocody, qui est également vice-président de la commission des maires francophones du GPF, a accepté qu'en effet on fasse cette manifestation chez lui, ce grand dîner de gala chez lui. Le groupement du patronat francophone, c'est 60 organisations patronales à travers le monde et c'est plus de 1 million d'entreprises. Eh bien, j'ai souhaité qu'il y ait la possibilité que ce 1 million d'entreprises puissent travailler ensemble. La cérémonie a été également marquée par une passation de flambeau entre la Côte d'Ivoire et le Congo-Brazzaville, le pays qui va accueillir la prochaine édition du Forum international des entreprises francophones.
Avec pour objectif de présenter des preuves qui démontrent l'impact des interventions basées sur les données, sur la santé, l'autonomisation des femmes et les gains économiques de l'investissement, un dîner de haut niveau a été organisé en marge de l'Assemblée annuelle 2025 de la Banque africaine de développement le mardi dernier à l'Ivoire Trade Center, afin de créer une plateforme pour examiner le rôle stratégique des données, les structures de financement qui peuvent permettre de passer à l'échelle supérieure et les arguments économiques. Alanitoa. AFIDEP, entendez African Institute for Development Policy, ce qui signifie en français l'Institut africain pour les politiques de développement, est un organisme de recherche et de politique sans but lucratif fondé en Afrique avec pour objectif rapprocher la recherche, la politique et la pratique dans les efforts de développement en Afrique. C'est dans cette optique qu'un dîner de haut niveau a été organisé en marge de l'Assemblée annuelle 2025 de la Banque africaine de développement, BAD en sigle, visant à créer une plateforme pour examiner le rôle stratégique des données, les structures de financement qui peuvent permettre de passer à l'échelle supérieure et les arguments économiques en faveur de l'investissement dans la planification familiale afin de garantir l'autonomisation et l'action des femmes. Nous travaillons avec de différentes personnes. Nous travaillons pour s'assurer que les recherches qui ont été effectuées ne restent pas seulement sur les étagères, mais cela soit amené à l'accomplissement. La BAD est ici en Côte d'Ivoire. Et aussi, nous travaillons avec 3 pays, la Côte d'Ivoire, bien sûr, le Nigeria et l'Éthiopie. Et nous travaillons ici avec la Côte d'Ivoire, même si nous allons vers les autres pays faire d'autres recherches, nous revenons vers ici en Côte d'Ivoire pour mettre en pratique les recherches qui ont été faites. Donc, nous travaillons avec la Côte d'Ivoire. C'est une très très belle initiative parce que ça nous permet également de voir comment le planning familial peut bien gérer, peut contribuer au développement socio-économique d'un pays et la place en fait de la femme dans tout ce développement socio-économique. Pour rappel, ce dîner gala a été organisé avec pour objectif présenter des preuves qui démontrent l'impact des interventions basées sur les données, sur la santé, ainsi que l'autonomisation des femmes et les gains économiques de l'investissement dans la planification familiale, la santé et les droits sexuels et génésiques. On s'intéresse à présent à la santé. Face à la persistance du poliovirus dans certaines communes d'Abidjan, le professeur Kuntele Soro, directeur de cabinet adjoint au ministère de la Santé, a lancé récemment le 2e passage des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. La campagne démarrera le 30 mai prochain à Adjamé et vise à vacciner plus de 9 millions d'enfants à travers les 113 districts sanitaires du pays. On l'écoute. Cette campagne vise à vacciner 9 712 691 enfants d'un âge compris entre 0 et 59 mois sur toute l'étendue du territoire national. La cérémonie de lancement officiel aura lieu le 30 mai 2025 dans l'enceinte de la mairie d'Adjamé, dans le district sanitaire d'Adjamé Plateau à Tekoubé, l'une des zones récemment touchées. Depuis quelque temps, nous faisons face à une épidémie de poliomyélite, d'un poliovirus circulant de type 2, confirmant que la bataille n'est pas encore gagnée. En effet, en 2024, 31 cas ont été détectés au cours de nos activités de surveillance environnementale, notamment dans les villes d'Abidjan, de Soubré et de Korogo. Et depuis le début de l'année 2025, 3 nouveaux cas ont été identifiés dans la ville d'Abidjan, dans les districts sanitaires de Port-Boué, d'Anyama et d'Adjamé Plateau à Tekoubé. Ces chiffres, bien qu'apparemment minimes, traduisent une réalité préoccupante. Le virus de la polio circule toujours activement dans nos communautés. Et face à cette situation, la vigilance, l'anticipation et l'action soutenue sont indispensables pour préserver les acquis et tendre vers l'éradication totale de cette maladie.
20 référents de parcours ont reçu leur parchemin de fin de formation le vendredi dernier, marquant une étape clé dans le déploiement de l'école de la deuxième chance en Côte d'Ivoire. Formés pendant 10 jours par l'école de la deuxième chance, Lorraine, ils sont désormais habilités à transmettre leurs compétences et à former d'autres référents dans le but d'accompagner efficacement les jeunes sans emploi, sans formation et sans diplôme vers une insertion socio-professionnelle durable. Le témoignage de Amiko Robara. Après 2 semaines de formation, 20 référents de parcours ont reçu leur parchemin de fin de formation au lycée technique d'Abidjan le vendredi 23 mai. Ce module animé par l'école de la deuxième chance de Lorraine, en France, vise à doter la Côte d'Ivoire de formateurs ivoiriens capables de transmettre les compétences du millier de référents de parcours. Un pilier essentiel pour les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire. La formation des formateurs de référents de parcours, l'objectif c'était de former des formateurs de référents de parcours, c'est-à-dire des personnes eux-mêmes référentes de parcours, de formation qui vont former des référents de parcours qui sont déjà sur le terrain. On veut passer à une autre échelle, celle d'avoir des formateurs, des référents de parcours ivoiriens qui pourront former d'autres personnes dans le métier des référents de parcours. Donc c'est à cela que nous avons reçu l'appui de l'EDC Lorraine qui vient former des formateurs des référents de parcours qui sont au nombre de 20. Et à leur tour, ils pourront former tous ceux qui sont ivoiriens pour gérer cette activité. Une méthode nouvellement introduite par la Côte d'Ivoire. C'est quelque chose que nous n'avions pas l'habitude de faire directement au ministère dans le cadre de nos formations classiques. Et donc nous avons travaillé avec l'EDC Lorraine pour créer justement des modules de formation pour ces référents de parcours. Et donc il y a eu déjà des premières formations qui ont eu lieu il y a 2 ans et l'année passée également. Et donc aujourd'hui, parmi ceux qui ont été déjà formés, il s'agissait de former les meilleurs parmi eux pour qu'ils aient le statut de formateur de référents de parcours. Avec cette nouvelle cohorte de formateurs, l'État ivoirien renforce son dispositif d'insertion professionnelle et donne un nouvel espoir à des milliers de jeunes en marge du système classique. Nous poursuivons avec une autre information. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a lancé récemment l'étude de faisabilité d'un centre de recyclage des huiles usagées à la nouvelle case de Ndautré. L'objectif étant de répondre aux défis environnementaux et structurer durablement le secteur artisanal dans une logique d'économie circulaire. C'était à la Tour A, à la cité administrative, et était présente Amiko Robara. Le site de la nouvelle case de Ndautré s'apprête à accueillir une innovation majeure, un centre de recyclage des huiles usagées. Le ministre du Commerce et de l'Industrie vient de lancer officiellement l'étude des faisabilités de cette infrastructure avec le soutien de la Banque africaine de développement et de l'Institut coréen KETI. L'annonce a été faite au plateau au ministère du Commerce. Conformément à la vision de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, c'est dans ce cadre que s'inscrit le projet de construction de la case moderne de Ndautré, composante d'une dynamique plus large de transformation et de modernisation du secteur de l'artisanat, lequel représente un axe stratégique du développement économique de notre pays. Il convient de relever que seulement 10% des huiles usagées produites dans notre pays sont traitées dans le circuit formel, alors que les besoins réels dépassent 100 000 tonnes par an. Hormis cet aspect, ce projet permettra également la création d'emplois verts. L'approche intégrée comparative proposée avec l'appui de la Corée du Sud vise à mettre en place une infrastructure moderne et efficace et à ouvrir le marché local aux entreprises coréennes, à stimuler la création d'emplois verts et à faire de la Côte d'Ivoire un modèle régional de gestion écologique des huiles usagées. Donc que cette étude soit porteuse de solutions concrètes, adaptées à notre contexte et capable de répondre efficacement aux défis environnementaux et économiques que nous partageons. Le centre de recyclage de Ndautré s'inscrit dans une politique plus large de transformation de l'artisanat et de la transition écologique, un projet qui allie durabilité, innovation et responsabilité.
L'étude en cours s'appuiera notamment sur l'expertise coréenne pour proposer un modèle adapté au contexte ivoirien. Nous ouvrons à présent la page consacrée au Sahara 2025. Bienvenue à l'Anitoa. Merci, Anjasemia. C'est un plaisir de te revoir pour les échos du Sahara 2025. Le plaisir est partagé. Alors, au parc des expositions d'Abidjan, en autosuffisance en riz, l'Africa Rice fait le tour de la question. Bien sûr, Ange Assemien, le centre du riz pour l'Afrique ou Africa Rice est un centre d'excellence panafricain de recherche risicole, de développement et de renforcement de capacités. À ce titre, l'autosuffisance du riz est sa plus grande préoccupation. Pour cela, il a organisé, Ange Assemien, un panel de haut entrecoupé de présentations pour montrer au public du Sahara ses initiatives pour parvenir à l'autosuffisance en riz en Afrique. Philippe Zabo est sur place. La Côte d'Ivoire produit 1,5 million de tonnes de riz pour une consommation de 2,3 millions de tonnes. Elle doit donc importer du riz pour réduire un gap d'environ 1 million de tonnes. L'exemple de la Côte d'Ivoire est à l'image de l'Afrique où la production locale est confrontée à plusieurs défis. Faible rendement, coût de production élevé, manque de compétitivité, changement climatique, entre autres. Malgré cette difficulté, le directeur général d'Africa Rice est optimiste. L'Afrique peut s'autosuffire en riz d'ici 2030. Il y a le projet de Reward là, qui a été présenté par le collègue de la BAD, qui a actuellement comme objectif pour aider tous les 15 pays en Afrique de l'Ouest pour atteindre l'autosuffisance d'ici 2030. Donc là déjà le BAD est en train de mobiliser jusqu'à 650 millions de dollars pour investir dans le secteur rizicole. Mais ce n'est pas seulement la BAD, il y a le FIDA. Il y a aussi la Banque mondiale, il y a aussi la Banque islamique de développement. Tous ces différents partenaires ils sont en train d'investir des grandes sommes colossales dans le secteur rizicole pour assurer que vraiment d'ici 2030, les différents pays peuvent atteindre l'autosuffisance en riz. Il y a les Coréens aussi qui ont lancé un grand projet dans le volet riz qui s'appelle le K-Rice Belt. Donc ce projet aussi, ils veulent mobiliser jusqu'à 300 millions de dollars. Pour tout ça, là, pour investir dans le secteur rizicole en Afrique. Donc, pour moi, je suis vraiment très optimiste que d'ici 2030, il y aura beaucoup de pays en Afrique, surtout Afrique de l'Ouest, qui peuvent atteindre l'autosuffisance en riz. Pour la coordonnatrice du programme pays du Fonds international de développement agricole, l'un des problèmes que la Côte d'Ivoire doit résoudre pour pouvoir s'autosuffire en riz est la maîtrise de l'eau. Je pense qu'un des piliers importants d'intervention du FIDA, c'est vraiment, comme on l'a dit avec Africa Rice, c'est vraiment mettre en place maîtriser l'eau. Parce que vraiment, c'est un problème avec les changements climatiques. La maîtrise de l'eau devient vraiment un problème. Parce que 80% de la production de riz en Côte d'Ivoire dépend de la pluie. Et là, il faut changer la donne. Il faut mettre des aménagements hydro-agricoles pour ne plus dépendre de la pluie. Et c'est ce que le FIDA fait avec le gouvernement. Pour rappel, Africa Rice a été créé en 1970 sous le nom de ADRAO, c'est-à-dire Association pour le développement de la riziculture en Afrique de l'Ouest. Et nous restons toujours au parc des expositions d'Abidjan où la ministre Anne-Désirée Oloto a mis en lumière sa région, notamment le Cavali. Bien sûr, Ange Assemien, la région du Cavali s'illustre par la richesse de ses atouts agricoles, économiques et touristiques. Une journée spéciale lui a été dédiée. La ministre d'État Anne-Désirée Oloto, fille de cette région de l'Ouest, est venue saluer l'engagement du conseil régional et encourager les initiatives locales. Au cœur du parc des expositions d'Abidjan, le stand du Cavali attire les regards. Produit du terroir, innovation agricole et atouts touristiques, la région expose ses richesses avec fierté. Ce mercredi 28 mai 2025, une journée spéciale lui est consacrée au Sahara. Une occasion saisie par la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Oloto, pour porter un message fort. Je suis contente, je suis heureuse. J'ai vu toutes les régions, y compris la mienne, la région du Cavali, qui n'est pas venue ici donc pour accompagner les autres. Le Cavali qui contribue
donc à cette dynamique nationale avec ces cultures pérennes, l'EVA, le café, le cacao, le palmier à huile, le cavalier également qui est de plus en plus bon producteur et grand producteur de riz, le cavalier également qui est engagé dans la protection de nos forêts. Tout cela c'est le Sahara et je suis venu donc pour dire à la Côte d'Ivoire et au monde que nous sommes sur la bonne trajectoire et que le cavalier donc, tient à prendre toute sa place dans cette Côte d'Ivoire agricole, dans cette Côte d'Ivoire des forêts, dans cette Côte d'Ivoire où on se bat, on travaille. Des vivriers à l'artisanat local, en passant par l'écotourisme, le cavalier veut séduire. Un pari que ses fils et filles entendent bien réussir avec le soutien des autorités. Toujours au parc des expositions, en Jassémien, il y a aussi le Centre national de recherche agronomique qui a animé un panel le mercredi pour valoriser son expertise dans l'homologation des variétés et des engrais. Entre rigueur scientifique et enjeux de souveraineté alimentaire, le CNRA sensibilise producteurs, distributeurs et autorités à l'importance des normes. C'est un reportage de Konena Norgo. Dans un contexte de modernisation agricole, l'homologation des variétés et des engrais devient une exigence incontournable. Au Sahara 2025, le CNRA affiche son expertise scientifique en matière de tests et d'évaluation. Nous, on veut faire savoir au monde agricole, aux détenteurs de variétés, aux développeurs de variétés, aux sociétés semencières, que oui, le CNRA est capable d'examiner vos variétés et d'appuyer le processus d'homologation pour qu'il y ait un maximum de variétés et de choix disponibles auprès du développement. Voilà. Donc plus on a de variétés inscrites au catalogue, mieux c'est pour l'utilisateur. Donc le producteur peut faire le choix. C'est-à-dire les politiques également peuvent faire le choix de certaines variétés à produire dans notre pays. En temps de crise, on peut choisir des variétés qui sont adaptées à nos différents environnements. Ces textes, appelés DHS ou VATE, sont au cœur du processus de validation avant la mise sur le marché. Objectif, garantir la performance, la sécurité et la conformité réglementaire. C'est un travail technique que le CNRA abat qui est méconnu. C'est pour ça qu'on a mis en place ce panel pour se faire connaître, pour dire oui, vous pouvez aller demander au même INADER de solliciter le CNRA pour homologuer vos variétés afin que selon la réglementation CEDEAO, nous en Côte d'Ivoire on soit en règle avec la réglementation dans le cadre de la production des semences liées à ces variétés. L'expertise du CNRA fait l'unanimité des acteurs sémenciers. Et il faut dire que nous avons eu 5 variétés qui ont été homologuées en Côte d'Ivoire, qui se retrouvent aujourd'hui dans le catalogue de la sous-région et dont les essais ont été faits par le CNRA. Voilà, et donc voilà un peu l'histoire que nous avons avec le CNRA et cela est d'autant plus confortable parce qu'aujourd'hui le CNRA est accrédité au niveau de l'OAPI. Voilà, ce qui fait que après ces homologations, avec les tests DHS effectués, voilà, nos produits peuvent être enregistrés, nos marques peuvent être protégées, nos variétés peuvent être protégées au niveau de l'OAPI. Avec l'appui du ministère de l'Agriculture, le CNRA veille à protéger producteurs et consommateurs pour une agriculture ivoirienne plus responsable et durable. Autre écho au Sahara 2025, Alan, c'est l'Intercoton qui présente le centre de classement de coton de Côte d'Ivoire. Justement, le centre de classement coton de Côte d'Ivoire, appelé souvent 3CCI, est un endroit où l'on vérifie la qualité du coton produit en Côte d'Ivoire. Il permet donc de connaître les qualités techniques et commerciales du coton pour s'assurer qu'il est bon. C'est très important d'ailleurs pour que le coton ivoirien soit reconnu comme étant de bonne qualité et pour qu'il se vende bien dans le monde. Lors du Sahara, justement, le stand d'Intercoton a accueilli le responsable du centre de classement coton de Côte d'Ivoire. Suivons ensemble ce reportage. Le centre de classement, c'est le laboratoire unique, c'est comme un guichet unique de la qualité du coton.
Alors, ce laboratoire de la qualité unique de coton, ce laboratoire détermine la qualité du coton produit en Côte d'Ivoire. Quelle que soit la structure, quelle que soit la structure cotonnière, quelle que soit l'usine de grainage, nous déterminons la qualité du coton produit dans ces usines. Nous donnons de la valeur, nous déterminons la valeur du coton qui est dans une balle qui a été égrainé dans une usine donnée. Et c'est l'information que nous retournons à la société cotonnière par rapport à cette balle-là qui lui permet de vendre cette balle. Sinon, une balle qui est produite et dont la qualité n'est pas déterminée par notre laboratoire ne peut être vendue. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. On sait que c'est du coton dedans, mais de quelle valeur est ce coton, on n'en sait pas. Si nous déterminons la qualité de la balle, du coton dans la balle, cela permet à la société cotonnière de vendre ce coton parce qu'on connaît déjà le prix au kilogramme de chaque qualité. Pour le moment, le coton en Afrique, en général, est vendu sur ce qu'on appelle la détermination de la qualité de façon manuelle et visuelle. Ça veut dire qu'il y a des techniciens qui sont formés, aguerris à la matière et qui déterminent la qualité à l'œil nu et à la main. Aujourd'hui, nous avons acquis des machines pour faire ce travail avec beaucoup plus d'informations et beaucoup plus de précision. Ange Assemien, c'est par ces propos recueillis que nous mettons fin à la page du Sahara d'aujourd'hui. Merci infiniment pour ta disponibilité. On se donne rendez-vous demain. À même heure. Autre information, elles aussi ont eu droit au bonheur comme leurs sœurs du monde entier. Ce sont les femmes qui travaillent durement la terre en zone rurale du village de Siasso, dans le département de Tanda, région du Gontougo, qui, en le temps d'une journée, troquaient leurs tenues champêtres pour des tenues festives à l'occasion de la fête des mères. Cette cérémonie d'hommage aux femmes de valeur initiée par le ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani s'est voulu un moment de convivialité, de partage. On voit tout cela avec Anissé Kouadio. Elles sont totalement dans une joie débordante. Elles, ce sont les femmes de Siasso, dans la sous-préfecture de Tiédio, département de Tonda, qui vibrent au rythme de la célébration de la fête des mères. Elles reçoivent de nombreux cadeaux grâce à l'ambassadeur de paix de l'Organisation internationale pour la recherche de la paix, Dr Adjumani Guy Arnaud, qui conduisait une importantissime délégation au nom du ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani. Nous célébrons non seulement les mères biologiques, mais aussi toutes celles qui, par amour et dévouement, élèvent les enfants et transmettent des valeurs fondamentales. Elles sont les piliers de nos foyers, les architectes de notre avenir. Nombreuses sont ces femmes en zone rurale, essentiellement agricultrices, qui travaillent durement la terre. La plupart d'entre elles n'ont jamais connu cette joie de la célébration de la fête des mères. Ce jour, leur fils, Dr Adjumani Guy Arnaud, les mains chargées de cadeaux, est venu partager ce bonheur avec elles. Merci à papa Adjumani. Cette fête de mère, c'est joyeux, il est venu nous soutenir. On a fêté, la fête était bien. On n'a jamais vu ça ici. Donc on lui dit beaucoup merci. Disons merci à son Excellence ambassadeur et à son Excellence Monsieur le ministre pour les dons qu'il nous a offerts pour la fête des mères. Ça nous a rassemblés, toutes les femmes de Siasso, l'entendre, la joie. Un véritable bonheur pour toutes ces femmes et également l'ensemble des autorités traditionnelles, tout comme pour l'autorité préfectorale. En tant que représentante de l'État, j'ai réitéré ici notre engagement à œuvrer aux côtés des partenaires de développement, des leaders communautaires et de la société civile pour offrir aux femmes et aux mères toutes les conditions propices et idéales à leur épanouissement intégral. À travers ce geste, Dr Adjumani Guy Arnaud, au nom du ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani, veut davantage opérer cette magie qui suscite cette fête des mères auprès de toutes ces femmes agricultrices, celles-là qui sont des piliers essentiels pour leurs familles respectives, grâce à la sueur de leur front en travaillant la terre, contribuent à nourrir des millions d'Ivoiriens. Les mamans des différentes communautés vivant à Diokwe ont, elles, décidé de se retrouver à l'espace au Baoulé, au quartier Péritette, pour célébrer les mères. À l'occasion, les mamans ont effectué nombreux déplacements pour non seulement partager un repas, mais aussi se défouler à travers la bonne musique. Théodore Kanga. Le dimanche 25 mai 2025, l'espace au Baoulé de Diokwe a vibré au rythme de la fête des mères. À l'initiative des différentes associations de femmes de la ville, une grande cérémonie a été organisée pour célébrer ces héroïnes du quotidien. Après une année de labeur et de dévouement, ces braves dames ont décidé de marquer une pause joyeuse en compagnie de leurs époux. Au programme, repas convivial, danse et démonstrations artistiques. Dans une ambiance chaleureuse et fraternelle,
les mères ont su montrer qu'elles étaient aussi des artistes talentueuses. Heureuses et émues, les mamans n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude et leur fierté à travers des mots simples mais chargés d'émotion. Pour elles, cette journée restera inoubliable. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Là, les gens nous appellent. Ils nous disent bonne fête des mères. J'ai dit, hey, vous ne les dites pas dans la bouche. On dit qu'il n'y a pas la joie au tombeau. Il y a la joie sur la terre. En tant que femme, nous les femmes, nous souffrons. De 1 mois jusqu'à 9 mois, pour l'accouchement, c'est pas facile, c'est difficile. Il arrive parfois que des mamans restent sur les lieux d'accouchement. Vraiment, je suis content pour cette fête des mères parce que Dieu a permis à ce que je puisse avoir 3 filles formidables. Vraiment, je suis content pour cela. Et puis, je suis content parce que Dieu a permis que je puisse avoir la joie de vivre et puis le souffle de vie. Il ne peut pas permis à tout le monde. Alors que le soleil se couchait sur Diokwe, les festivités se poursuivaient dans la joie. Les artistes locaux, eux, continuaient de faire vibrer l'espace au Baoulé, au grand plaisir des retardataires encore présents. C'est tout pour l'actualité de ce jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa. À bientôt.